Dans ce chapitre, il sera développé successivement la place de l'échocardiographie dans l'hypertension artérielle primitive ou secondaire, le cœur pulmonaire aigu post-embolique, et enfin le cœur pulmonaire chronique. L'évaluation du niveau des pressions pulmonaires fait partie de tout examen échocardiographique. Il s'agit d'un temps capital de l'examen, car la mise en évidence d'une hypertension artérielle pulmonaire représente en règle un élément de gravité, que celle-ci soit secondaire ou primitive. L'hypertension artérielle pulmonaire est définie par une élévation de la pression artérielle pulmonaire moyenne, supérieure à 25 mm de mercure. Elle est considérée comme légère, pour une pression artérielle pulmonaire moyenne entre 25 et 35 mm de mercure, modérée pour une pression artérielle pulmonaire moyenne entre 35 et 45 mm de mercure, et sévère pour une pression artérielle pulmonaire moyenne supérieure à 45 mm de mercure, en sachant que la PAPM normale est égale à 15 mm de mercure. En pratique, l'échographie Doppler permet d'évaluer la pression artérielle pulmonaire systolique, qui est habituellement considérée comme élevée pour des valeurs supérieures à 30 mm de mercure avant 50 ans, 40 mm de mercure après 50 ans. Il faut se souvenir que la PAPS est variable et qu'à l'effort, de façon physiologique, la pression artérielle pulmonaire systolique peut s'élever jusqu'à 60 mm de mercure. Une PAPS supérieure à 50 mm de mercure au repos est toujours pathologique. Une PAPS supérieure à 60 mm de mercure signe une hypertension artérielle pulmonaire importante. Sur un plan physiopathologique, l'hypertension artérielle pulmonaire peut être de plusieurs types selon son étiologie. L'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire est fréquente en cardiologie et peut compliquer toute cardiopathie gauche. Plus exceptionnellement, elle peut être liée à une compression ou une sténose des veines pulmonaires, à une maladie véno-occlusive. L'hypertension artérielle pulmonaire post-capillaire est caractérisée par une pression capillaire pulmonaire supérieure à 15 mm de mercure et un gradient pression artère pulmonaire diastolique, pression capillaire pulmonaire inférieure à 10 mm de mercure. L'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire connaît des mécanismes et des étiologies multiples, dont une origine pulmonaire, l'embolie pulmonaire, les maladies de système, le HIV, l'hypertension artérielle pulmonaire primitive. Elle se caractérise le plus souvent par une pression capillaire pulmonaire normale, des résistances pulmonaires élevées, un gradient pression artérielle pulmonaire diastolique, pression capillaire pulmonaire supérieure à 10 mm de mercure. À noter qu'une hypertension artérielle pulmonaire précapillaire peut être secondaire à une hypertension artérielle pulmonaire postcapillaire dans un contexte de cardiopathie du cœur gauche. Dans ce cas, la pression capillaire pulmonaire est élevée. Quant au gradient pression artérielle pulmonaire diastolique, pression capillaire pulmonaire, il peut être normal si l'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire est modérée et non fixée, ou élevé s'il existe une maladie artériolaire pulmonaire surajoutée. Le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire a largement bénéficié de l'apport de l'échographie Doppler, tout en sachant que le diagnostic de certitude s'effectue par cathétérisme avec évaluation de la pression capillaire pulmonaire, ce que ne peut faire l'échographie Doppler. Un test au NO sera utile en cas d'hypertension artérielle pulmonaire précapillaire isolée. En mode bidimensionnel, on observe des modifications morphologiques des cavités droites, à type de dilatation du ventricule droit et ou hypertrophie de la paroi libre du ventricule droit, dilatation de la voie pulmonaire, modification de la courbure du septum interventriculaire en cas d'hypertension artérielle pulmonaire sévère. En mode TM, on enregistre un tracé anormal de la valve pulmonaire en diastole
avec horizontalisation de la pente diastolique, diminution, voire disparition de l'onde A, et fermeture mésosystolique des sigmoïdes. Ces signes présentent tous de nombreuses limites et ne seront présents qu'en cas d'hypertension artérielle pulmonaire importante. En Doppler, l'examen portera sur la valve tricuspide et ou la valve pulmonaire. En présence d'une hypertension artérielle pulmonaire, la fréquence d'unité augmente entre 80 à 100% selon les séries. L'unité sera recherchée en Doppler couleur à partir des incidences habituelles, apicale des 4 cavités et parasternale petit axe. Le Doppler continu, aligné sur le flux couleur pour obtenir un bon alignement, permettra d'évaluer la vitesse maximale mésosystolique de l'insuffisance tricuspide. En l'absence de sténose pulmonaire, la pression artérielle pulmonaire systolique est égale à la pression systolique du ventricule droit. On pourra donc obtenir la PAPS à partir de l'équation PAPS est égal à 4 fois la vitesse maximale de l'IT élevée au carré, plus la pression de l'oreillette droite. Plusieurs approches ont été proposées pour l'évaluation de la pression systolique de l'oreillette droite, qui reste sujette à caution. En l'absence de signe droit, on estimera la POD entre 5 à 10 mm de mercure, à 15 mm de mercure si la veine cave inférieure est dilatée, avec diminution des variations respiratoires, et en présence de jugulaire turgescente, et enfin à 20 mm de mercure en cas d'IT massive. Si l'IT est massive et laminaire, l'utilisation de l'insuffisance pulmonaire pour évaluer la PAPS est préférable. Dans la pratique, une valeur de POD à 10 mm de mercure est souvent choisie en sachant que la valeur choisie influera peu sur le niveau de la PAPS, à la différence de la qualité du signal de l'insuffisance tricuspide. Les vitesses proto- et télédiastoliques de l'insuffisance pulmonaire sont corrélées respectivement à la pression artérielle pulmonaire moyenne et à la pression artérielle pulmonaire diastolique. Comme pour l'insuffisance tricuspide, la pression estimée du ventricule droit en diastole est empiriquement choisie à 10 mm de mercure. Il peut être intéressant de confronter les deux valeurs de la pression artérielle pulmonaire systolique, obtenues à partir de l'IT d'une part, et de l'IP d'autre part. Si les valeurs sont discordantes, cela incite à recueillir des flux par d'autres voies pour obtenir un meilleur alignement. L'étude du flux antérograde de l'artère pulmonaire permet également une approche de la pression artérielle pulmonaire systolique. En effet, en cas d'hypertension artérielle pulmonaire, on observe une modification de la morphologie de ce flux qui devient triangulaire, à pic précoce, et non plus ogival. Ce flux est parfois bifide avec encoche mésosystolique. Le temps d'accélération, mesuré du début du flux au pic du flux, est le paramètre le mieux corrélé aux pressions pulmonaires. Un temps d'accélération inférieur à 100 millisecondes est très évocateur d'une hypertension artérielle pulmonaire, avec une sensibilité et une spécificité proches de 100%, a fortiori si ce temps d'accélération est inférieur à 70 millisecondes. En présence d'une communication interventriculaire, la pression artérielle pulmonaire systolique pourra être déduite à partir des gradients maxima trans-CIV et de la pression artérielle systolique humérale au brassard. De la même façon, en présence d'un canal artériel persistant, la PAPS pourra être déduite à partir des gradients maximum du flux transcanalaire et de la pression artérielle systolique humérale au brassard. Le retentissement sur les cavités droites de l'hypertension artérielle pulmonaire peut être modeste, voire absent, en particulier chez les patients franchement déplétés. On ne peut donc se baser sur la normalité du ventricule droit pour éliminer une hypertension artérielle pulmonaire.
Le flux d'insuffisance tricuspide ne doit pas être confondu avec celui d'un rétrécissement aortique, d'une insuffisance mitrale, d'une communication VG-OD exceptionnelle, d'un hyperdébit droit, d'un flux de CIA ou de CAV. L'étiologie de l'hypertension artérielle pulmonaire est souvent évoquée par le contexte clinique. Le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire primitive précapillaire ne sera retenu qu'après un bilan étiologique complet. Ce diagnostic a d'autant plus d'importance que l'arsenal thérapeutique s'est enrichi ces dernières années de traitements efficaces en termes de confort de vie et de survie. L'échocardiographie Doppler cardiaque s'est imposée dans la stratégie diagnostique de l'embolie pulmonaire et principalement pour les patients hospitalisés en cardiologie. L'embolie pulmonaire étant de gravité variable, le retentissement cardiaque n'est présent que lorsqu'il existe une embolie pulmonaire tronculaire avec hypertension artérielle pulmonaire brutale. En échographie bidimensionnelle, on observe une dilatation des cavités droites avec déplacement vers la gauche et perturbation de la cinétique du septum interventriculaire, entraînant une compression du ventricule gauche par le ventricule droit dans une enveloppe péricardique inextensible. La dilatation du ventricule droit est bien visible en incidence apicale des 4 cavités, qui montre une surface ventriculaire droite augmentée. La surface télédiastolique du ventricule droit, qui est voisine de 8 cm² par mètre carré chez le sujet normal, double en cas d'embolie pulmonaire massive, où elle est proche de 15 cm² par mètre carré. Il existe une corrélation linéaire entre l'augmentation des surfaces du ventricule droit et l'index d'obstruction artérielle. En mode TM, il est classique de mesurer les diamètres télédiastoliques du ventricule droit et du ventricule gauche et de calculer le rapport entre ces deux diamètres. Sont en faveur d'une embolie pulmonaire massive des valeurs de diamètre télédiastolique du ventricule droit supérieures à 25 mm et des valeurs de diamètre télédiastolique du ventricule gauche inférieures à 40 mm et un rapport des diamètres télédiastoliques VD sur VG supérieur ou égal à 0,5, 0,6 en cas d'embolie pulmonaire massive. Le tronc de l'artère pulmonaire est dilaté, de calibre supérieur à celui de l'aorte. La veine cave inférieure et les veines sus-hépatiques sont classiquement dilatées, avec réduction des variations respiratoires, ce qui traduit l'élévation de la pression oreillette droite et de la pression veineuse centrale. Dans 10% des embolies pulmonaires, il est possible de mettre en évidence un thrombus mobile, voire serpentin, qui va et vient entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale. L'exploration des branches et des artères pulmonaires est difficile en échographie transthoracique, mais plus facilement accessible en échographie transœsophagienne. Cet examen sera donc très utile en milieu de réanimation chez un patient intubé ventilé pour confirmer une suspicion d'embolie pulmonaire. En Doppler, on évaluera les pressions pulmonaires qui sont classiquement modérément élevées dans l'embolie pulmonaire. Classiquement, une hypertension artérielle pulmonaire de plus de 60 mm de mercure traduit l'existence d'embolies pulmonaires récurrentes, d'un cœur pulmonaire chronique, d'une cardiopathie préexistante ou d'une affection respiratoire préexistante. L'écho peut être utile au diagnostic d'une autre urgence cardiologique, tamponnade, infarctus, dissection aortique. Un cœur pulmonaire aigu peut présenter d'autres origines, détresse respiratoire aiguë, poussée aiguë d'une hypertension artérielle pulmonaire chronique, mais dans ce cas, le contexte clinique est généralement évocateur. Un infarctus inférieur avec extension au ventricule droit se traduira par une dilatation du ventricule droit avec hypo- ou akinésie, plus ou moins étendue. Le contexte clinique est généralement évocateur. Enfin, une échographie normale n'élimine pas le diagnostic d'embolie pulmonaire.
Classiquement, les signes de surcharge des cavités droites diminuent sous traitement plus ou moins rapidement selon la stratégie thérapeutique retenue. Héparinothérapie, fibrinolyse, exceptionnellement chirurgie, en particulier en cas de caillots flottants. Soulignons que de tels caillots peuvent disparaître en quelques heures sous fibrinolytique. Le cœur pulmonaire chronique correspond par définition au retentissement sur le cœur droit d'une hypertension artérielle pulmonaire chronique précapillaire avec augmentation des résistances artérielles pulmonaires. Les étiologies sont multiples. Insuffisance respiratoire chronique, cœur pulmonaire chronique post-embolique, hypertension artérielle pulmonaire primitive ou secondaire à une vascularite pulmonaire. Sur le plan physiopathologique, l'hypertension artérielle pulmonaire est progressive, ce qui conduit à une dilatation du ventricule droit, associée à une hypertrophie de la paroi libre du VD, et plus tardivement à une dysfonction ventriculaire droite. En échographie bidimensionnelle, on observe une dilatation des cavités droites avec aspect arrondi de la pointe, où on met en évidence des trabéculations hypertrophiques. L'hypertrophie ventriculaire droite est retrouvée par la mesure de l'épaisseur de la paroi libre au-delà de 4 mm. On retrouve également une modification de la courbure septale, qui est aplatie ou inversée, voire un aspect de refoulement et de compression du ventricule gauche, une dilatation de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques. En mode Doppler, on identifie une hypertension artérielle pulmonaire qui est souvent importante et il existe des troubles du remplissage du ventricule gauche à type d'anomalie de la relaxation. Les principaux diagnostics différentiels sont la dysplasie arythmogène du ventricule droit, les shunts gauche-droit comme dans la communication interauriculaire, le rétrécissement valvulaire pulmonaire et l'atteinte du ventricule droit sur myocardiopathie dilatée. Qu'il s'agisse d'hypertension artérielle pulmonaire primitive, secondaire, de cœur pulmonaire aigu ou chronique, l'échocardiographie possède une place indiscutable dans la prise en charge pour le diagnostic positif, la surveillance et l'évaluation de la gravité de ces patients.